Bien, bonjour à tous, merci de prendre vos places. Nous allons donc reprendre ce cours consacré au progrès de l'imagerie cérébrale et à ce qu'il est possible d'atteindre comme résolution et comme compréhension des mécanismes cérébraux avec ces machines d'imagerie cérébrale. Et depuis quelques cours, maintenant, je me consacre à l'IRM, qui est quand même la machine, ou plutôt la méthode la plus intéressante pour nous, la plus détaillée sur le plan de l'organisation du cerveau humain. Dans le prochain cours, j'aborderai les questions d'imagerie dans le temps et avec l'électro et la magnétoencéphalographie. Mais aujourd'hui, on va parler d'IRM et vous avez compris que, contrairement à la vision naïve que l'on peut avoir, on ne peut pas juste mettre une personne dans l'IRM et commencer à voir l'organisation de ses représentations mentales. Il faut faire appel à des méthodes soustractives ou à des méthodes plus élaborées que je détaille l'une après l'autre, parce que le cerveau est toujours en activité, il y a toujours une activité de fond et il faut arriver à isoler parmi cette activité ce qui est attribuable à une représentation mentale particulière. Alors, nous avons vu toute une série de méthodes. Je vous renvoie à un article qui est assez bien fait de Davis et Paul Drak en 2013 qui passe en revue les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Alors, je pense que c'est difficile de lire cette diapositive. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les diapositives sur le site web du Collège de France. Mais il s'agit ici de distinguer donc les méthodes univariées, d'adaptation et multivariées. Alors j'ai déjà parlé de la méthode de soustraction univariée qui consiste à comparer simplement deux tâches cognitives ou deux types de stimuli. Une méthode puissante, mais dont on avait vu qu'elle pouvait se laisser tromper par la superposition des codes neuronaux avec ce problème d'inférence inverse. Quand on voit une activité, on ne sait pas nécessairement l'attribuer à une opération psychologique particulière. Et puis surtout, elle peut passer à côté de représentations neurales qui sont fondées sur des populations de neurones soit distribuées sur plusieurs voxels, avec des signaux faibles et distribués, auquel cas ça n'atteint pas la significativité dans une analyse univariée sur un voxel unique, soit des représentations qui seraient localisées à l'intérieur même d'un même voxel. Donc on a un problème de résolution spatiale avec l'IRM. Vous savez qu'on a du mal à descendre en dessous d'1 millimètre. On va avoir bientôt des images en dessous d'1 millimètre, mais c'est assez rare encore. À l'échelle d'1 millimètre, on est encore avec des populations, disons, d'une centaine de milliers de neurones, ce qui veut dire qu'on peut confondre, on peut mélanger, on n'arrive pas à voir des représentations qui seraient à l'intérieur d'un voxel. Alors, on a parlé des méthodes d'analyse multivariées qui consistent à regarder la topographie d'activité à travers plusieurs voxels. Et là, bien sûr, on a affaire à une méthode extrêmement sensible, ou des méthodes plutôt, puisqu'il y a l'analyse de la similarité des représentations dont j'ai beaucoup parlé, et qui regroupe donc des signaux faibles à travers de nombreux voxels. Elles sont capables de détecter des représentations superposées. La semaine dernière, je vous avais montré qu'on pouvait utiliser des méthodes de régression multiple pour avoir plusieurs prédicteurs de l'activité ou de la similarité des représentations au sein d'un même voxel et arriver donc à voir des représentations superposées. Mais elles ont toujours ce même problème, ne pas être capable de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un voxel. Et d'où l'idée d'essayer de zoomer, d'arriver à des résolutions spatiales de plus en plus fines, parce qu'il faut arriver à voir la topographie la plus fine possible pour distinguer les représentations mentales. Alors il y a une troisième méthode qui est expliquée ici par Davis et Paul Drak, qui est cette méthode d'amorçage ou d'adaptation dont je vais commencer par parler dans ce cours. C'est très intéressant parce que en fait, c'est la seule méthode, jusqu'à présent en tout cas, qui permet de mesurer les relations entre les codes neuronaux au sein d'un même voxel, à l'intérieur d'un voxel, faire une sorte d'hyper-résolution. Alors bien sûr, les effets sont parfois faibles, dépendant de la tâche ou de l'attention, mais on verra qu'avec des méthodes d'amorçage subliminal, on peut parfois résoudre ces problèmes de dépendance de la tâche et de l'attention du sujet. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, donc on appelle ça la méthode d'adaptation dans la littérature ou la méthode de priming, d'amorçage, telle qu'on l'a appelée avec Lionel Nakache dans nos premières études. J'ai ressorti ici une diapositive assez ancienne qu'on avait faite à l'époque avec Lionel Nakache. Et l'idée est extrêmement simple. Imaginez que vous ayez un voxel qui comprend toute une série de neurones, peut-être 100 000 neurones, et chacun ont des courbes d'accords différentes en fonction des stimuli. Donc peut-être certains préfèrent, si on s'intéresse au nombre, puisque c'est la métaphore et l'exemple filé de tous ces cours, le décodage du nombre. Donc il y a peut-être des neurones là-dedans qui s'intéressent au nombre 1, d'autres qui s'intéressent au nombre 2, d'autres au nombre 3, mais on n'arrive pas à les séparer, ils sont tous à l'intérieur d'un même voxel. Alors évidemment, si j'utilise la méthode de soustraction classique, je vais montrer parfois un ensemble avec un objet, parfois un ensemble avec deux objets, donc un stimulus 1, un stimulus 2, eh bien, s'il y a des distributions d'activité
mais que tous ces neurones sont au sein du même voxel, ben, l'activité totale risque d'être la même et je ne vais pas être capable de distinguer les populations de neurones à l'intérieur de ce voxel. Et même si je fais une analyse multivariée, même si par hasard il y a un petit peu plus de neurones qui codent pour l'un ou pour l'autre des stimuli à l'intérieur de tel ou tel voxel, ça va être difficile d'arriver à faire ce type de distinction. Alors la méthode d'adaptation consiste à utiliser des paires ou des répétitions de stimuli. Elle va dire, je vais regarder ce qui se passe lorsque je présente le stimulus 2, par exemple, précédé par plusieurs présentations de lui-même, ou éventuellement par une seule présentation de lui-même. Donc S2 précédé par S2. Et là, il y a un phénomène intéressant, pas complètement expliqué, mais qui est assez universel dans beaucoup de régions cérébrales, c'est qu'il y a une adaptation, c'est-à-dire que le signal, la taille de l'activité évoquée par le stimulus diminue avec la répétition. Et en fait, diminue avec la prédictabilité de la répétition. Donc, le stimulus S2 précédé de lui-même va conduire à moins d'activité qu'une situation où S2 serait précédé d'un autre stimulus, S1 par exemple. Remarquez qu'on mesure l'activité évoquée par le même stimulus, donc on est vraiment dans une expérimentation très fine, c'est le même stimulus qui est présenté à l'écran, il évoque une certaine activité, mais l'activité va être moindre lorsqu'il y a eu adaptation des réseaux neuronaux ou amorçage, avec une capacité de prédire que le stimulus S2 va apparaître. Donc cette fois-ci, on va observer une différence totale d'activité à l'intérieur de notre voxel, ce qui indique, de façon indirecte, que les stimuli ne sont pas codés par des populations de neurones identiques. S'ils étaient codés par des populations de neurones identiques, ils s'adapteraient par hypothèse de la même manière. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'hypothèses derrière cette méthode, et en particulier l'idée que s'il y a une représentation neurale, elle doit s'adapter, et si c'est la même population qui est activée, elle doit s'adapter 2 fois. Mais sous ces hypothèses, on va avoir une sorte d'hyper-résolution, on va être capable de distinguer les activations évoquées par des stimuli qui conduisent à des activités neurales extrêmement proches dans le même voxel. Alors le design complet expérimental, pour ceux qui sont sensibles à la beauté d'un dessin expérimental, c'est assez beau ici parce que donc on va comparer des stimuli quand ils sont répétés ou quand ils sont nouveaux, c'est ça la comparaison principale qui est donc sur la diagonale de cette matrice ici, en présentant des stimuli d'adaptation S1 ou S2 et des stimuli de test qui peuvent être les mêmes, S1 ou S2, ou des variantes de ces stimuli, on va voir ça dans un instant. Et donc, quelque part, la beauté de la chose, c'est qu'en moyenne, on mesure l'activité évoquée par des stimuli identiques, aussi bien en colonne qu'en ligne ici, et c'est uniquement la relation entre ces stimuli qui change, donc c'est un design tout à fait subtil et intéressant. Par ailleurs, le sujet n'a pas besoin d'être conscient de la relation entre les stimuli, ni même de la présence du stimulus d'adaptation. Donc on va pouvoir utiliser des dessins expérimentaux subliminaux. Et c'est exactement ce qu'on avait fait à l'époque avec Lionel Nakache, c'est des recherches déjà assez anciennes. On avait présenté un nombre, par exemple le nombre 9 ici, pendant une durée suffisamment brève et entouré de chaînes de caractères pour qu'il ne soit pas conscient. Et ensuite on va présenter un deuxième nombre, comme 9 par exemple dans cet exemple, toujours 9, donc vous voyez qu'il y a répétition du stimulus, et la question c'est est-ce qu'il y a adaptation et est-ce qu'il y a éventuellement aussi accélération, prédictabilité du stimulus. Donc là il s'agit de la même quantité, mais vous voyez qu'on peut avoir d'autres exemples où la cible est toujours 9 et l'amorce par contre a changé, ici il s'agirait du mot 6. On peut faire toutes les variantes possibles, la cible peut être en lettres ou en chiffres, l'amorce peut être en lettres ou en chiffres, la relation entre les deux peut changer. Ce qui est intéressant, c'est que dans un essai comme celui-ci, du point de vue du sujet, il n'y a aucune différence. Il fait la même chose. On lui demande de comparer les nombres avec 5, de dire si c'est plus grand ou plus petit que 5, et il ne voit pas qu'il y a un stimulus caché ici, subliminal, une image subliminale qui va influencer son comportement. Alors la première chose que l'on peut montrer, c'est que la réponse de comparaison est ralentie lorsque les nombres sont différents. C'est ce qu'on avait montré ici. Donc vous avez les temps de réaction des sujets en fonction des différentes conditions. V, ça veut dire verbal, ça veut dire en mots, et A, ça veut dire arabe, chiffre arabe. Et vous voyez que, quelle que soit la notation des stimuli, il y a une accélération des temps de réponse lorsqu'on répète 2 fois le même nombre, ou dans le sens inverse, on peut dire que c'est un ralentissement lorsqu'il y a des nombres différents. Voilà. Donc ça indique déjà que le sujet est en train de traiter un nombre qu'il ne voit pas et qu'il bénéficie de la répétition. Ce bénéfice de la répétition, on peut ensuite utiliser l'imagerie cérébrale pour aller voir où il se trouve, et donc en cerveau entier, avec une résolution qui à l'époque était assez modeste, je crois que c'était 3 mm isotrope, on voit une diminution d'activité liée à la répétition des nombres dans précisément le cortex intrapariétal, où on a vu au fil des exemples que c'est une région qui est associée au traitement des nombres.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir donc le signal évoqué par la paire de nombres, ici, présenté à temps 0. Le signal Bol met du temps à monter, mais vous voyez qu'il monte moins haut lorsqu'on présente deux fois la même quantité, donc lorsqu'il y a adaptation, que lorsqu'on présente deux quantités différentes. Et les deux courbes ici indiquent des essais où les nombres ont été présentés dans la même notation et des essais où les nombres ont été présentés dans une notation différente. Donc soit on répète physiquement le même item, et on pourrait dire c'est le traitement de l'image, c'est deux fois la même image d'un chiffre arabe, par exemple 9 et 9, mais dans la condition de notation différente, on présente le mot 9 suivi du chiffre 9 et toutes les combinaisons de ces objets. Vous voyez que ça n'est pas trivial de penser qu'il y a des effets de répétition dans le cortex pariétal qui sont indépendants de la notation des nombres, qui suggèrent qu'il y a vraiment la sémantique, le sens du nombre en question, qui a été activé ici et qui a fait l'objet d'une adaptation. Donc cette méthode d'adaptation très subtile nous permet de faire des inférences. Il y a un code neural des nombres comme 6 et 9 sont distingués dans le cortex pariétal, ce ne sont pas les mêmes populations de neurones qui codent pour 6 et pour 9, et ces populations de neurones généralisent à travers des notations différentes. Alors, cette méthode nous a permis d'aller beaucoup plus loin avec Manuela Piazza, qui était au laboratoire à l'époque, en 2004. On a étudié également la représentation des nombres sous forme non symbolique, c'est-à-dire sous forme de nuages de points. Et par exemple, on peut utiliser un design, cette fois-ci quelque part beaucoup plus grossier mais simple, dans lequel on va simplement adapter le sujet à voir toujours la même quantité. Donc par exemple, 16, 16, 16, vous voyez, il y a toujours 16 points sur l'écran ici. On ne lui dit pas que ça porte sur les nombres, on lui dit juste qu'il va y avoir des nuages de points qui vont être présentés. Il n'a rien de spécial à faire, il a juste besoin d'être attentif aux stimuli et il s'aperçoit ou non que c'est un nombre qui est répété. Puis de temps en temps, on va lui présenter des nombres de points différents. Donc ça peut être toujours 16 comme test, mais ça peut être aussi 13 ou 8 ou de l'autre côté 20 ou 32. Donc on va regarder s'il y a une déshabituation, une récupération du signal d'IRM et au contraire s'il y a toujours une adaptation au stimulus du milieu. Vous voyez qu'on change les paramètres non numériques, je ne vais pas m'attarder longuement là-dessus, mais vous pouvez voir par exemple ici la taille des objets change, alors qu'ici elle ne change pas, et que par contre ici la surface totale est constante, je crois, alors qu'en bas elle change. Et on va regarder partout dans le cerveau, est-ce qu'il y a ce type de courbe, c'est-à-dire une récupération du signal pour les nombres nouveaux, donc par exemple 8 au milieu de 16, ou 32 au milieu de 16, alors qu'il y aurait une adaptation, un signal bas, pour les nombres qui continuent d'être répétés. Et lorsqu'on a fait cette expérience, on a observé à nouveau, et la convergence de toutes ces expériences est évidemment sympathique, on a observé à nouveau que c'était dans le cortex pariétal, bilatéral, qu'on observait une adaptation de la quantité numérique et une récupération de l'adaptation lorsqu'on change le nombre. Et une satisfaction particulière vient du fait que ces régions qui, chez l'homme, interviennent dans les nombres et le calcul mental, ici, ont une homologie avec celles qui sont observées chez le singe macaque et dans lesquelles on observe effectivement des neurones qui répondent aux nombres. Donc il y a eu un aller-retour permanent au fil de ces recherches entre des chercheurs comme Andreas Nieder, qui est responsable de ces travaux sur les neurones des nombres, et notre équipe de recherche en IRM fonctionnel chez l'homme, qui trouvait des résultats similaires. Vous voyez que la courbe d'adaptation que nous avons observée, ici en fonction du nombre présenté comme test, est extrêmement similaire en image miroir de la courbe d'accord que Andreas Nieder a observée pour la réponse des neurones aux différentes quantités numériques. On trouve des neurones qui répondent à un objet, des neurones qui répondent à deux objets ou à trois objets, et à chaque fois, on a une courbe d'accord de ces neurones qui est gaussienne sur un axe qui est logarithmique ici. Et c'est extrêmement similaire à ce qu'on a observé chez l'homme en image miroir, comme si, lorsqu'on présente toujours 16, on adapte une population de neurones qui a cette forme gaussienne, ou log gaussienne. Voilà. Alors, effectivement, on avait pu utiliser cette méthode d'adaptation pour montrer qu'il y a un parallèle extrêmement étroit entre les réponses humaines, indirectes, avec l'IRM fonctionnel, et les réponses chez l'animal, directes, en mesurant directement, neurone par neurone, la préférence de chacun des neurones. Donc, ici, vous avez l'ensemble des données que nous avions collecté sur une expérience assez ennuyeuse dans laquelle pendant 45 minutes on répète toujours le même nombre. En fait, il y avait deux blocs de nombres. Il y avait le bloc où on habitue à 16, donc toujours 16 objets, et un autre bloc où on habitue à 32, toujours 32 objets. Et ensuite, vous voyez les différents nombres qu'on avait présentés autour de ces quantités d'adaptation. Donc on adapte longuement le système et on désadapte avec des nouveaux nombres.
Et dans le cortex pariétal gauche, comme dans le cortex pariétal droit, vous voyez ces courbes de réponse à la nouveauté numérique qui ont été fitées ici par un modèle log gaussien. Donc ici, c'est sur une échelle linéaire. Et vous voyez au passage ce dessin expérimental qu'on appelle 2 by 2, dans lequel il y a deux facteurs orthogonaux, le nombre d'habituations et le nombre de tests. Et vous voyez ici dans cette petite sous-matrice, c'est 16 ou 32 comme adaptation, c'est 16 ou 32 comme test, et ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre les deux, c'est l'adaptation sélective. Et on voit que ça marche ici très bien, il y a une adaptation sélective au nombre et une récupération au nombre différent. Donc les essais nouveaux versus répétés créent une différence. Alors, on peut aller plus loin, essayer de modéliser ces courbes. Si on les met sur une échelle logarithmique, on voit qu'elles deviennent plus symétriques et qu'elles deviennent aussi superposables, et on peut les moyenner entre elles en fonction du log du rapport entre le nombre test et le nombre d'adaptations, et on obtient ces belles courbes qui rappellent les courbes d'accord des neurones. Et alors, on peut aller encore plus loin, et dans la modélisation, si on suppose donc qu'il y a des neurones qui répondent chacun à une quantité numérique et qu'on va les adapter, donc d'abord, il y a le stimulus que l'on présente qui est 16, par exemple, qui va entraîner une activation de cette population de neurones avec cette forme-là, toujours sur une échelle logarithmique. On peut supposer que la quantité d'adaptation de chaque neurone va être proportionnelle à son niveau d'activité. Les neurones qui ne sont pas activés ne vont pas être adaptés. Plus un neurone est activé, plus il va être adapté. Sous cette hypothèse, la quantité d'adaptation va avoir cette forme-là, c'est la courbe que l'on mesure en IRM, mais en fait, l'activité totale qu'on mesure en IRM va être la convolution, la multiplication point par point de ces deux courbes, la courbe activée par le nouveau stimulus test et la quantité d'adaptation de chaque neurone. J'espère que vous me suivez à peu près, mais il y a effectivement cette idée, donc on présente un nouveau nombre qui lui-même fait répondre à un certain nombre de neurones qui ont cette courbe d'accord. Ce nombre peut être identique au nombre adapté. Plus les deux courbes sont similaires, plus il va y avoir finalement d'adaptation de ce signal. Et donc, si on réfléchit, le signal d'IRM devrait être la convolution de ce qui a été adapté et de l'activité évoquée par le stimulus de test. Autrement dit, la convolution de gaussienne, donc une gaussienne plus large d'un facteur racine de 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle très simple, quantitatif, permet de rendre compte des liens entre le comportement des sujets et l'activation dans le cortex pariétal. Le comportement, ici, c'est dans un bloc séparé, on demande au sujet de dire si le nombre est différent ou pas. Donc, vous voyez que le pourcentage de réponse c'est différent varie en fonction de la distance numérique avec le nombre d'adaptations. Imaginez que c'est 16 ici au milieu. L'échelle, c'est toujours le log du rapport entre les deux nombres. C'est une échelle logarithmique et le rapport de 1 veut dire que c'est le même nombre. Voilà. Et on va jusqu'à un rapport de 2 ou de 1,5 de chaque côté en échelle logarithmique. Donc les sujets répondent de façon extraordinairement logarithmique. Ici, avec la courbe psychophysique est extrêmement régulière. Ils sont capables de détecter les différences au niveau du comportement en fonction du log du rapport entre les deux nombres. Et on voit que c'est le cas aussi, évidemment, pour l'activité pariétale. Elle récupère en fonction du log du rapport entre les deux nombres. Et une fois qu'on applique ce facteur de racine de 2, on voit que la largeur de cette gaussienne est à peu près la même, en tout cas dans le cortex pariétal gauche. Donc 0,17, ça veut dire à peu près 17% de détectabilité des différences numériques. Et même chose ici dans le cortex pariétal, 18%. Une fois pris en compte ce facteur racine de 2, on voit que la courbe est plus large dans le cortex pariétal que dans le comportement. Donc on peut commencer à faire des inférences très fines, y compris quantitatives, sur les courbes d'accord dans le cortex pariétal avec un certain nombre d'hypothèses sur cette méthode d'adaptation. C'est une méthode très puissante qui a eu son heure de gloire, qui était très populaire à un moment, qui a été un petit peu remplacée, peut-être à tort, par les méthodes de décodage dont j'ai parlé la semaine dernière. S'il y a des signaux numériques dans le cortex pariétal, peut-être peut-on les décoder par décodage multivarié, et c'est devenu la méthode de choix plutôt que la méthode d'adaptation, même si les deux, à mon avis, ont des rôles assez complémentaires à jouer. Alors la semaine dernière, je vous avais montré les travaux d'Evelyn Egger. Je voudrais vous rappeler qu'il y a eu toute une série de travaux d'Evelyn Egger au laboratoire pour montrer que de la même manière qu'on peut adapter le signal numérique, on peut décoder le signal numérique. Dans les tout premiers travaux que Evelyn avait fait, elle présentait des nuages de points à un sujet. Elle demandait en fait exactement la même tâche
que Andreas Nieder demande aux singes de réaliser avec les nombres. Donc on présente un nuage de points et on demande de le mémoriser pendant un certain délai. Et on s'était arrangé pour mesurer en IRM fonctionnel l'activité évoquée par ce stimulus échantillon qui doit être mémorisé, ensuite comparé avec un deuxième nombre. Alors évidemment, pour le décodage, il est très important d'avoir des images très stables et avec une haute résolution, parce que là, on compte sur des tout petits signaux qui sont distribués légèrement différemment à travers les voxels. Donc Evelyn avait utilisé l'aimant à l'époque à 3 Tesla, des voxels de 1,5 mm de résolution, et elle avait montré que oui, sur la base d'une région d'intérêt qui pour la plupart des sujets se situe ici dans le sillon intrapariétal, tout au long du sillon intrapariétal, eh bien on arrive à faire mieux que le hasard pour décoder lequel de deux nombres a été présenté au sujet. Est-ce qu'il a mémorisé 8 ou est-ce qu'il a mémorisé 16 ? Alors, dans ce type de décodeur par paire, on a fait toutes les paires possibles de nombres, le hasard serait de 50%. Vous voyez ici les scores de décodage qui atteignent à peu près 70% à l'époque, c'est déjà il y a une dizaine d'années. Hein. Merci. Je vous en prie. C'était donc il y a une dizaine d'années, et vous voyez qu'à l'époque, on arrivait déjà à atteindre à peu près 70% de décodage dans le cerveau des sujets du nombre qui avait été présenté. Donc les résultats de l'adaptation à un ensemble d'objets que je vous ai présenté dans la diapositive précédente et les résultats du décodage sont très convergents. Il y a un code identifiable. Simplement, il faut vraiment faire des efforts considérables pour arriver en poulant, si je puis dire, l'ensemble de l'activité de tous ces voxels dans le cortex pariétal, arriver à créer un décodeur multivarié qui arrive à détecter ces infimes signaux et à dire c'est plutôt 8 que c'est plutôt 16. Vous voyez que ce type de décodeur, on en reparlera dans le dernier cours, quand on arrive à 70% de réussite pour deux possibilités, ça veut dire que c'est une preuve de principe. C'est quelque chose qui nous permet de faire des inférences sur l'organisation du cerveau. Ça n'est pas du tout un décodeur qui serait pratique, par exemple, pour deviner à quel nombre la personne pense ou quelque chose comme ça. C'est uniquement un aspect, pour l'instant, théorique et, disons, qui nous permet de faire des inférences sur l'organisation du cerveau. Mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'Evelyn arrivait à montrer qu'on pouvait entraîner sur un type de stimuli et généraliser un autre type de stimuli dans lesquels les paramètres non numériques comme la taille des objets ou la surface totale occupée étaient différents, donc arriver au même genre d'inférence qu'avec l'adaptation. On peut aussi, avec ces décodeurs, vous savez, faire déplacer une sphère sur l'ensemble du cerveau et chercher donc dans différentes régions où se trouve le signal qui permet maximalement de décoder. C'est ce qu'on appelle la méthode de searchlight en anglais, c'est-à-dire une sorte de coup de projecteur qui cherche partout dans le cerveau où est-ce qu'il y a de l'information sur le stimulus. Et lorsqu'Evelyn avait appliqué ces méthodes, elle avait pu montrer que le maximum d'informations se situe dans le cortex intrapariétal de façon quand même assez distribuée. Il y a vraiment un code distribué dans cette région. Alors, on peut faire des allers-retours comme ça entre adaptation et décodage. Adaptation, décodage, finalement, donne des éclairages complémentaires sur les représentations mentales. Alors, c'est ce qu'on a fait au laboratoire. Il y a eu le travail de Manuela Piazza suivant, en 2007, qui avait posé une question très simple. Est-ce que les quantités numériques non symboliques, véhiculées par un nuage de points, et les symboles numériques, comme les chiffres arabes ou les mots, sont codés par les mêmes neurones ? Eh bien, donc, pour poser la question, est-ce que le symbole 20 ou la quantité 20 points sont codés par les mêmes neurones ? On peut utiliser la méthode d'adaptation. On a ici, par exemple, un exemple où on adapte le sujet à des nuages de points ou à des nombres. Ici, l'exemple, c'est les nombres. Et vous voyez que tous ces nombres tournent autour de la même quantité. 19, 17, 18, 19, 17, 18, 18, 19, etc. Tout ça, c'est toujours à peu près la même quantité. Puis de temps en temps, on va présenter des nuages de points, et ça peut être à nouveau la même quantité. Ici, c'est 20 points. Ou bien, ça pourrait être 50. Et puis, de temps en temps, on va présenter le nombre 50 ou le nombre 20. D'accord ? Donc, on va présenter des déviants qui peuvent être soit autour de la même quantité numérique, soit très loin de cette quantité numérique, et qui peuvent être présentés dans la même notation ou dans une autre notation. Donc, on avait ici un bloc d'adaptation autour de 20, un bloc d'adaptation autour de 50, et ensuite des tests avec 20 ou avec 50, qui peuvent donc être proches ou loin. On retrouve ici la matrice de design que je vous montrais tout à l'heure. Eh bien, le résultat était tout à fait clair. Il y a plusieurs régions du cerveau qui s'habituent au nombre et qui se déshabituent lorsqu'on présente un nombre nouveau, y compris lorsqu'on change de notation et qu'on passe d'une notation non symbolique à une notation symbolique ou vice-versa. Donc, dans le cortex pariétal droit, on retrouve des images assez belles de ces sillons intrapariétales. Là, il y a d'autres régions qui rentrent en jeu et
tous ces codes ne sont pas encore parfaitement compris, mais au moins dans le cortex pariétal, on voit ici la quantité de récupération du signal, donc la différence entre les essais proches et les essais loin. Il y a plus de signal pour les essais loin que pour les essais proches, de ce signal positif, et ceci dans toutes les conditions d'adaptation et de test. Donc beaucoup, évidemment, lorsqu'on adapte des points et qu'on teste avec des points, mais aussi lorsqu'on adapte avec des chiffres arabes et qu'on teste avec des chiffres arabes, et dans les conditions de cross-notation ici, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un code commun qui a été adapté. Il y a un code commun aux symboles et aux quantités non symboliques. Il y a néanmoins des asymétries intéressantes, et je vais en parler dans une seconde, mais retenez, vous voyez, dans le cortex pariétal gauche, ici en particulier, on le voit un petit peu dans le cortex pariétal droit, mais il y a quand même des phénomènes qui sont un peu plus compliqués à expliquer. Lorsqu'on adapte le sujet avec des nuages de points, on voit très peu de réponses à des stimuli symboliques, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on adapte le sujet avec des chiffres arabes, on a une très forte réponse aux stimuli non symboliques. Alors, il se passe des choses curieuses. Essayez de vous souvenir de cette asymétrie, je vous la rappellerai dans une seconde, parce que je pense qu'on peut l'expliquer maintenant. Vous voyez qu'on voit des phénomènes, disons, qui permettent à la fois de généraliser et de voir des subtilités. Alors, même approche avec le décodage multivarié, on doit pouvoir poser exactement la même question. Est-ce qu'il y a un code commun aux symboles des chiffres arabes et aux quantités numériques? Evelyn Egger a testé ça quelques années plus tard. Alors, pour des raisons que je n'expliquerai pas, on était resté sur des plus petits nombres, ici, de 2, 4, 6 et 8. Et donc, cette fois-ci, dans cette expérience, le sujet, dans un essai, par exemple, voit une certaine quantité présentée sous forme de nuage de points. Il voit, par exemple, 8 points. Il doit toujours mémoriser cette quantité à travers un délai. Et plus tard, il va devoir la comparer avec un deuxième nombre. Et le deuxième nombre, cette fois-ci, peut être présenté sous forme de chiffres arabes. Donc, dans cette expérience, on a toutes les combinaisons possibles de nuages de points ou de chiffres arabes, comme stimulus 1 et comme stimulus 2 ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'activité initiale. Et est-ce qu'on peut la décoder? Est-ce qu'on peut faire un décodeur pour le nombre qui est présenté là? Alors, la réponse est oui. On arrive de nouveau à faire un classificateur pour ces nombres. Et, de façon cruciale, ce décodeur généralise au moins un tout petit peu entre les notations pour les nombres. Donc, on arrive à la même conclusion. Oui, il doit y avoir une population de neurones qui est commune aux symboles et aux objets non symboliques. Alors, si je détaille un petit peu ces résultats, donc le niveau du hasard est toujours de 50% pour distinguer deux nombres parmi les 4 qui ont été présentés. Donc on teste toutes les paires possibles. On entraîne un décodeur qui est en l'occurrence une machine à support vecteur à discriminer ces deux nombres sur la base de l'activité pariétale. Et on réplique d'abord, vous voyez ce point très élevé ici, on est passé à 78% ou quelque chose comme ça, 77% de discrimination des points entre eux. Donc 8 points versus 4 points, on arrive à le faire très facilement. Mais crucialement, on arrive aussi à le faire pour les chiffres arabes, donc le chiffre arabe 4 versus le chiffre arabe 6, et surtout, une fois qu'on arrive à le faire pour les chiffres arabes, vous voyez que ce n'est pas très élevé, 57% ou quelque chose comme ça, on arrive à généraliser intégralement à des nuages de points. Donc le point clé ici, c'est j'ai entraîné mon décodeur avec des chiffres arabes, mais il généralise à des nuages de points qui ont le même nombre. Autrement dit, il y a bien un code commun aux chiffres arabes et aux nuages de points. Vous voyez qu'à nouveau, il y a une anomalie ici, une anomalie assez curieuse. On a une énorme capacité de décoder les nuages de points, mais on a du mal à généraliser. On ne généralise pas à des chiffres arabes, dans le sens inverse. Donc il y a une asymétrie ici. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose-là? Eh bien, on peut l'expliquer, et là on arrive à la frontière de la recherche, avec des hypothèses sur la représentation des nombres symboliques et non symboliques, des hypothèses qu'on aimerait bien pouvoir tester en descendant au niveau neuronal chez l'homme, mais pour l'instant, ça reste très difficile. Alors, l'idée est simple, c'est que chez l'animal, il y a des courbes de réponse approximatives, comme celle que je vous montre ici. Donc, certainement, il y a des neurones qui répondent, par exemple, à la quantité 5, mais ces neurones répondent aussi à 4, à 3, et c'est seulement quand on descend à 2 ou à 1 qu'ils cessent de répondre. Et donc il y a une courbe gaussienne qui indique un flou sur la ligne numérique. C'est ce que j'avais déjà expliqué dans la bosse des maths, dans le number sense en anglais, c'est que les quantités sont approximatives chez l'animal. Oui, mais chez l'homme, lorsqu'on apprend à traiter des nombres symboliques, on arrive à faire des calculs exacts. On arrive à une représentation exacte du nombre. Alors il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une représentation qui est peut-être dans les mêmes neurones, mais qui passe d'un mode approximatif à un mode exact. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, Vergoetz et Fias, ici, dans cet article de 2004, ont proposé un modèle dans lequel les mêmes neurones changeraient légèrement de code. Et on passerait, pour un stimulus non symbolique d'une représentation
gaussienne, avec une courbe d'accord imprécise ici, à une représentation beaucoup plus précise, vous voyez, étroite, dans laquelle chaque neurone a une préférence bien particulière pour un nombre et répond beaucoup moins, même si un petit peu, à ses voisins. Donc il y aurait deux différences. D'abord cette courbe d'accord étroite, et ensuite la dépendance de la quantité numérique. Ce qu'on sait, ce que vous voyez ici à gauche, c'est qu'il faut porter ces courbes sur une échelle logarithmique. Ce que ça veut dire, c'est que sur une échelle linéaire, les courbes d'accord s'élargissent. Plus on va vers les grands nombres, c'est la loi de Weber, plus on va vers les grands nombres, plus les représentations sont floues. Voyez. Et donc ça, c'est une caractéristique de la représentation annibale et non symbolique, précoce, préverbale des nombres. L'idée de Vergoet-Cephias, c'est que ça n'est plus le cas lorsqu'on représente les nombres exacts. Chaque nombre est codé pour lui-même, chaque nombre a ses voisins, et chaque nombre a une étroite courbe d'accord pour la population de neurones correspondante. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il explique complètement les deux asymétries que je viens de vous présenter, asymétrie d'adaptation et asymétrie de généralisation d'un décodeur. Imaginez que j'adapte une population de neurones qui ressemble à celle-ci, et ensuite je la teste avec un stimulus symbolique, ici en bas. Eh bien, je vais avoir une très forte adaptation. L'adaptation va bien marcher dans ce sens-là. J'ai adapté tous ces neurones qui répondent de façon extrêmement grossière à toute une série de nombres différents. Bien sûr, l'adaptation va se généraliser à ces neurones qui ont une courbe d'accord étroite. Dans le sens inverse, ça ne va pas marcher. Si j'adapte des stimuli symboliques, je vais adapter une toute petite population de neurones et il y aura peu de généralisation de l'adaptation à cette beaucoup plus vaste population de neurones qui répond à des stimuli non symboliques. Donc je vais avoir une asymétrie d'adaptation qui est exactement dans le sens que je vous ai montré auparavant. Et inversement, pour le décodage, si j'entraîne un décodeur, si j'arrive à entraîner... Alors d'abord, ce sera beaucoup plus facile d'entraîner un décodeur sur des stimuli non symboliques, parce qu'il y a beaucoup plus de neurones qui répondent. Donc j'aurai une réponse nettement plus nette et j'arriverai à des niveaux de décodage plus élevés pour des stimuli non symboliques, ce qui était le cas dans la diapo précédente. Deuxièmement, si j'entraîne ce décodeur ici, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il généralise aux stimuli symboliques du bas. Pourquoi? Parce que le décodeur va utiliser toute une série de neurones qui n'ont pas de rapport avec la population du bas. Dans le sens inverse, ici j'ai une population étroite, je vais avoir du mal à construire un décodeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de neurones qui répondent, mais si j'arrive à construire ce décodeur, il va généraliser entièrement à la population du haut parce qu'il est un sous-ensemble de la population du haut. D'accord. J'espère que vous me suivez à peu près, mais donc si on réfléchit à ce qui va se passer, il va y avoir exactement ces asymétries qu'on trouve et qui suggèrent que donc le cortex pariétal gauche, au moins, pourrait avoir cette caractéristique de coder les nombres de façon étroite lorsqu'ils sont présentés sous forme symbolique. Et l'idée, qui est maintenant soutenue par toute une série de recherches sur le développement des représentations numériques, c'est que nous commençons avec une représentation bilatérale des nombres, peut-être même biaisée en faveur de l'hémisphère droit, et une représentation qui est approximative de ce type-là, et que plus nous apprenons les symboles des nombres, plus nous développons une représentation exacte associée en particulier à l'hémisphère gauche, et avec un développement progressif des représentations dans l'hémisphère gauche. Donc tout ceci est assez convergent. Ce sont des inférences indirectes, tout ceci sera peut-être réfuté par des observations plus directes, mais au moins dans l'état actuel des données, convergentes, suggérant qu'il y a effectivement ce type de codage approximatif et plus précis dans le cas des symboles. Et on peut essayer d'obtenir des données un peu plus précises avec ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire l'analyse de la similarité des représentations ou des erreurs du décodeur. Alors ici, je repars sur cette manip d'Evelyn Egger. Vous vous souvenez que c'était les nombres 2, 4, 6, 8 présentés sous forme de chiffres arabes ou sous forme de nuages de points. On entraîne un décodeur multivarié à discriminer toutes les paires possibles de stimuli, 2 points versus 4 points, 2 points versus 4 en chiffres arabes, etc. Et on obtient cette matrice d'erreur du décodeur. Cette matrice est extrêmement riche d'enseignements. Alors même si je vous ai dit la semaine dernière que ce n'est pas forcément une bonne idée de regarder les erreurs du décodeur, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, je pense, si on refaisait cette manip, 10 ans après, on utiliserait la representational similarity, la similarité des représentations. Mais le résultat est là quand même. Donc regardez, sur la diagonale, vous avez le succès moyen du décodeur. Alors c'est la moyenne de la réussite d'un décodeur qui fait 2 versus 4, 2 versus 6, 2 versus 8. C'est le succès. Vous voyez que c'est assez bon, on peut arriver à des taux de 80% ou 60%. Deuxièmement, hors de la diagonale, vous avez les erreurs. Donc en bleu ici, ça veut dire combien de fois est-ce que le décodeur s'est trompé lorsqu'on lui demandait de faire 2 versus 4 ou 6 versus 8. Alors vous voyez qu'il y a des erreurs. Alors, première chose, on va regarder cette matrice une par une. D'abord, pour les nuages de points,
c'est extrêmement clair qu'il y a quelque chose comme la loi de Weber. Quand les nombres sont grands, on a tendance à les confondre. Donc on va confondre 6 et 8, alors qu'on ne confond pas 2 et 4. Et on confond un petit peu 4 et 6. C'est exactement ce qui est prédit par cette approximation. Plus on va vers les grands nombres, plus les nombres sont flous, plus on a tendance à les confondre. Ça n'est pas le cas pour les chiffres. Pour les chiffres, il n'y a pas cette notion que plus on va vers les grands nombres, plus on fait d'erreurs. Par contre, il y a plus d'erreurs, c'est plus difficile à discriminer les chiffres parce que les populations de neurones, supposément, sont plus petites. Donc c'est tout à fait compatible avec l'idée qu'il y a une précision plus grande ici, mais des populations de neurones plus éparses, moins nombreuses. Alors qu'ici, il y a une précision moins grande, mais des populations de neurones plus importantes. Et puis, alors, on aurait espéré évidemment généraliser de l'un à l'autre, on aurait dû voir la diagonale ici, on ne la voit pas. Ça, c'est un petit peu décevant, évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas capable de détecter cette correspondance entre les nombres symboliques et non symboliques. Il y a peut-être une explication quand même, c'est que vous voyez que lorsqu'on présente un chiffre, le décodeur des nuages de points dit « ah bah c'est 2 », quel que soit le nombre présenté. C'est curieux comme erreur, mais ça pourrait correspondre à quelque chose qu'on a vu ensuite plusieurs fois, c'est qu'en fait le décodeur, quelque part, est sensible au nombre d'objets qui sont présents sur l'écran. Donc quand je présente un chiffre, je présente un objet. Alors le décodeur, il n'a pas l'option de répondre pour 1, parce qu'il n'a pas rien traité avec ça, donc il répond 2, le nombre le plus petit dont il dispose. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois maintenant. Donc, quelque part, pour le cortex pariétal, un chiffre arabe, c'est deux choses en même temps. C'est un objet, et puis c'est la quantité 2, ou la quantité 4, ou 6, ou 8. Ouais. Bon. Tout ça, c'est une explication post-hoc de ces données. On était un peu surpris de ces données. Mais ça veut dire que, possiblement, il y a plusieurs codes dans le cortex pariétal simultanément pour dire c'est un objet, oui, mais c'est une certaine quantité. L'aspect quantitatif du symbole numérique est évidemment quelque chose de relativement subtil et difficile à décoder. Alors la question se pose, toutes ces méthodes indirectes, multivariées, avec amorçage, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir les choses beaucoup plus directement ? Prenons un aimant à 11,7 Tesla ou encore plus, augmentant le champ magnétique, est-ce qu'on n'arrivera pas un jour à voir beaucoup plus directement les codes corticaux ? Je vais consacrer le reste de la matinée à cette question, donc d'aller zoomer sur le cerveau. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a déjà un certain nombre de résultats. En fait, très tôt dans les avancées de l'imagerie cérébrale, les gens ont cherché à optimiser la résolution des images. Et donc en 2001, par exemple, on trouve déjà ce résultat de Cheng et collaborateurs qui ont fait ce premier travail. Ils ont montré qu'on pouvait voir les colonnes de dominance oculaire, qui sont une organisation bien connue du cortex visuel primaire. C'était la première fois qu'on le voyait ici chez l'homme in vivo, donc avec toutes sortes d'astuces. Donc les colonnes de dominance oculaire, c'est simplement des parties du cortex visuel primaire qui répondent à l'œil gauche ou à l'œil droit et qui alternent. Voilà. Et qui sont des objets qui se situent sous-millimétriques. Donc comment faire ? Eh bien, ils ont utilisé d'abord une antenne locale pour maximiser le signal d'IRM. Ils étaient à l'époque à 4 Tesla, ce qui était déjà un record. Vous voyez qu'ils font des voxels assez petits, 0,47 mm, sauf dans une dimension, où on essaye de maximiser le signal. Alors pourquoi ça ? Parce qu'on sait que le cortex est organisé en colonnes. Le cortex fait à peu près 3 mm d'épaisseur, un petit peu moins. Et donc on va essayer de moyenner le signal d'IRM sur ces 3 mm. Pour y arriver, on ne fait pas n'importe quel sujet non plus. On choisit des sujets qui ont une aire visuelle V1 qui est bien plate, comme ça, de sorte qu'un voxel peut vraiment moyenner tous les signaux horizontalement à travers le cortex. Et on trouve effectivement, alors qu'il y a des régions du cortex qui répondent plus à l'œil gauche qu'à l'œil droit et qu'elles alternent avec une fréquence spatiale à peu près correspondante à celle qu'on attendait. Donc il est possible de commencer à voir des colonnes corticales. Et il y a un autre travail qui est assez remarquable, mais là encore, il y a 10 ans, de Yacoub et collaborateurs avec Camille Ugurbil, à Minnesota, à Minneapolis. Ils ont des aimants d'IRM particulièrement performants. Ils étaient les premiers à faire ces travaux à 7 Tesla, avec, vous voyez, toujours une résolution temporelle qui est dans le plan 0,5 mm, puis avec ces voxels un peu étendus en profondeur. Ils choisissent des sujets avec un cortex bien orienté. En fait, il n'y a que 2 sujets dans l'article. C'est quand même remarquable, un article de PNAS avec 2 sujets. Chaque sujet consacre un temps considérable aux acquisitions d'IRM. 2h30, 3 heures d'IRM, de suite, sans bouger, juste pour essayer de voir ces structures corticales dans l'aire visuelle primaire. Mais alors, ils arrivent donc dans une première session à voir ces colonnes de dominance oculaire, et dans une deuxième session, et c'est la vraie prouesse, d'arriver à voir les colonnes d'orientation. Les colonnes d'orientation, c'est le fait que différentes colonnes de neurones dans le cortex visuel primaire sont sensibles à l'orientation de grilles, de barres, ce qui avait été observé par Hubel et Wiesel chez l'animal.
Vous voyez qu'ici, lorsqu'on présente des grilles horizontales, diagonales, verticales, etc., ce ne sont pas exactement les mêmes neurones qui répondent à chaque fois. Et comment faire pour le voir en IRM? Eh bien, on va créer un stimulus qui bouge tout doucement. Donc, il commence par des barres verticales et puis il va tourner tout doucement, comme ça, en clignotant, et de sorte que le signal d'IRM, s'il est sensible à l'orientation, si on est capable de mesurer des neurones qui sont sensibles à l'orientation, le signal d'IRM va monter, puis descendre, selon qu'on présente à un neurone donné, ou un voxel donné, des stimuli qui sont appropriés pour l'orientation qu'il préfère. Donc un voxel qui préfère cette orientation à 45 degrés aurait cette forme oscillatoire, comme ça. Et toute l'idée, c'est d'obtenir une réponse en phase, avec une oscillation dont la fréquence d'abord est prédite par le stimulus et dont la phase va représenter la préférence à l'orientation. Donc ce que vous voyez ici, c'est la phase de la réponse d'IRM. Et ces images indiquent qu'il y a effectivement des signaux d'IRM qui sont sensibles à différentes orientations. Et on retrouve une organisation qui est maintenant très bien connue chez l'animal. Je ne vous ai pas mis les images ici, mais qui s'appelle les pinwheels, c'est-à-dire des sortes de points où il y a toutes les orientations qui sont disponibles et qui tournent autour de points neutres. Donc on voit ici, par exemple, toutes les orientations qui sont organisées sur le cortex. Donc c'est une organisation qui est bien connue chez l'animal. C'est la première fois qu'on l'a mesurée chez l'homme. Ce papier date de 2008 et personne n'a pu le répliquer. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, ça veut juste dire que ce sont des expériences extraordinairement difficiles. Ce sont des expériences très difficiles. Il faut vraiment des conditions très particulières. Il y a toutes sortes d'astuces dans l'article pour arriver à avoir pas de mouvement, pas d'artefacts physiologiques, enlever les signaux des veines, choisir quelques sujets, arriver à répliquer chez ces sujets-là. Et donc, ça reste très, très difficile. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de découverte majeure avec cette méthode. On sait très bien que le cortex visuel est organisé en colonnes de dominance oculaire et avec une sélectivité à l'orientation. Ce ne sont pas des découvertes, ce sont des prouesses méthodologiques pour l'instant. Mais on peut espérer, donc, si on arrive à descendre à des niveaux de résolution plus élevés, faire des découvertes. Alors, il y a eu quand même des travaux qui vont nous intéresser directement, qui consistent à quantifier les champs récepteurs plus en détail. Et on arrive ici à un concept que je voudrais vous soumettre qui est très important, c'est la notion de modèle d'encodage. Jusqu'à présent, je faisais comme si, enfin, dans une certaine mesure, dans l'IRM, on mesurait des signaux, puis on extrayait de l'information de ces signaux. Soit on regarde directement à quoi ressemble l'image, soit on applique des décodeurs pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le signal. Ben, on peut aussi avoir l'approche inverse et se dire, je connais un très bon modèle de l'activité cérébrale, dans le cortex visuel, c'est certainement le cas. Je vais essayer d'ajuster ce modèle, quelques paramètres de ce modèle, pour rendre compte de l'activité neuronale observée, de l'activité en IRM observée. Alors c'est fait ici dans le cas de la rétinotopie, non seulement pour indiquer où se trouvent les champs récepteurs des neurones, mais aussi la largeur, par exemple, des champs récepteurs des neurones. Il y a un très joli travail de Brian Wandel, Californie, avec Dumoulin et collaborateurs, dans lequel ils étudient la rétinotopie. Alors la rétinotopie, je crois que vous connaissez, hein, c'est le fait que si sur la rétine, je présente une organisation spatiale, comme cette grille ici, eh bien, je vais retrouver cette organisation spatiale dans les aires visuelles, et notamment dans l'aire visuelle V1. Ici, c'est une expérience réelle qui a été faite par Toutel en 1982, qui était très célèbre. On utilise le déoxyglucose pour voir directement les régions qui ont été activées et voir qu'il y a une activation sélective correspondant à chaque point de la rétine. Il y a un point correspondant dans le cortex visuel. Ensuite, ça a été fait en IRM, et ça, ce sont les travaux de Marty Sereno et collaborateurs, suivis de beaucoup d'autres. Hein. En IRM fonctionnel, on peut utiliser ce codage par la phase, qui est le truc que je viens de vous indiquer. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on va avoir deux blocs de stimuli. Dans un cas, les stimuli grossissent doucement, et on va être capable de mesurer la réponse à l'excentricité. On va voir que différentes excentricités activent différents points du cortex. Et puis, dans un deuxième temps, on va avoir un éventail comme ça qui tourne, avec le sujet qui fixe toujours ici au milieu, de sorte que progressivement, on va stimuler différents points de sa rétine, et on va voir que ce stimulus qui tourne active des régions, des secteurs différents du cortex, hémisphère droit, hémisphère gauche, et que ça balaye la carte du cortex visuel. Donc on est capable de reproduire cette rétinotopie avec l'IRM fonctionnel. Eh bien, l'approche de Dumoulin et Wandel consiste à dire modélisons ces signaux, modélisons-les très explicitement. Ne nous contentons pas juste de mesurer la phase de l'IRM fonctionnel, mais regardons, voilà, s'il y avait un champ récepteur, si les neurones avaient ce champ récepteur, et qu'ils étaient balayés par un stimulus de ce type, alors je peux prédire à quoi doit ressembler le signal neuronal à chaque instant. Avec une convolution avec la réponse hémodynamique, je peux prédire à quoi doit ressembler
le signal d'IRM fonctionnel, je vais comparer avec le vrai signal d'IRM fonctionnel et je vais boucler et changer les paramètres de mon modèle jusqu'à ce que j'ajuste le plus finement possible le modèle avec les données. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'ils sont capables d'ajuster non seulement la position du champ récepteur, mais aussi la largeur du champ récepteur. Autrement dit, avec cette approche très fine, on est capable de mesurer un paramètre intéressant, la taille des champs récepteurs en chaque point du cortex visuel. Alors voilà ce paramètre, c'est donc la taille des champs récepteurs codée en couleurs, en degrés, en fonction du point où on se trouve sur le cortex. Vous voyez que dans V1, on a des tailles de champs récepteurs qui sont étroites, hein, et lorsqu'on s'éloigne de V1, on a des tailles de champs récepteurs qui sont de plus en plus grandes. On a une bonne mesure fiable d'un paramètre essentiel d'un modèle des champs récepteurs du cortex visuel. Alors, les données de Dumoulin et Wandel sont extrêmement belles. Vous voyez qu'on arrive pour chaque aire visuelle, V1, V2, V3, partie horizontale de V4 et LO1, on arrive à voir comment le champ récepteur, alors ils appellent ça population receptive field parce que ce n'est pas un neurone, c'est la population qui se trouve derrière un voxel. Mais pour chaque voxel, on arrive à dire dans ce voxel, il y a des neurones sensibles à telle position sur la rétine et avec telle largeur de champ récepteur. Et ce qu'on voit, c'est comment les champs récepteurs croissent avec l'excentricité. Donc plus on est loin par rapport à la fovea, plus on est sensible donc à l'excentricité ici, et plus les champs récepteurs sont grands. Et on peut étudier très finement les lois. Donc la taille des champs récepteurs augmente avec l'excentricité, elle grandit à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des aires visuelles. C'est une mesure quantitative, hein, aussi bonne que si on faisait de la physiologie, de l'électrophysiologie. On peut mesurer le facteur de magnification, ça c'est intéressant, ici c'est en millimètres par degré. Ça veut dire combien de millimètres de cortex sont consacrés à chaque secteur de la rétine, à un certain nombre de degrés d'excentricité. Et vous voyez que, donc, par exemple, on ne voit pas très bien ici, mais les symboles ouverts correspondent à V1, qui a donc cette décroissance. Il y a plus de cortex consacrés à la fovea, au premier degré, par exemple. Ici, c'est remarquable. C'est pratiquement 1 cm de cortex consacré au premier degré d'excentricité dans le champ visuel. 1 degré, c'est à peu près un doigt tendu comme ça. Donc 1 degré, c'est peu, hein, mais on a énormément de cortex qui est dédié à cette fovea. Et puis ça décroît ensuite en fonction de l'excentricité. Et on peut mesurer finement cette décroissance pour chacune des aires visuelles. On voit que ça décroît plus vite pour les autres aires, donc elles ont une surreprésentation de la fovea. Alors on peut aller plus loin, et il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant de lire cet article, qu'ils appellent le point image. C'est le produit des deux paramètres. Donc ici, on est en millimètres par degré, quantité de cortex pour 1 degré. Ici, on a la taille des champs récepteurs en degrés. Si on fait le produit des deux, on arrive à quelque chose qui sont des millimètres, qui sont la représentation corticale d'un champ récepteur. Ça veut dire si je présentais un point, l'image d'un point, c'est pour ça que ça s'appelle point image, si je présentais l'image d'un point, combien de millimètres de cortex seraient recrutés, étant donné qu'il y a des champs récepteurs plus ou moins grands et qu'il y a une représentation plus ou moins vaste de chaque point de la rétine. Combien de millimètres sont recrutés pour un point? Et alors il y avait une hypothèse qui était que c'est constant, quelle que soit l'excentricité. On voit que dans V1, c'est à peu près constant, mais ça n'est pas le cas. Et ils peuvent réfuter ce modèle dans les autres aires visuelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une surreprésentation, là encore, hein, de la partie fovéale de la rétine. Et qu'on arrive, en faisant des mesures fines et surtout en les modélisant, on arrive vraiment à des inférences remarquables sur l'organisation visuelle. Alors le cortex visuel dans ce cours n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la psychologie cognitive et les inférences qu'on peut faire sur les hauts niveaux de représentation. Ça a été fait par le même groupe, par Dumoulin, avec Ben Harvey, dans un papier de Science en 2013. Ils sont allés voir la représentation des nombres avec le même genre de méthode. L'idée, c'est la même, c'est de dire on va présenter cette fois-ci non plus juste des barres orientées ou des points à des différents endroits du cortex, mais des nombres. Et on va regarder si on peut modéliser les réponses du cortex cérébral en chaque point du cortex à ces différents nombres, en supposant qu'il va y avoir des neurones gaussiens qui répondent à certains nombres. Alors vous voyez que pour différents voxels ici, ce que vous voyez, c'est la courbe de réponse du signal d'IRM en fonction du temps à des stimuli qui sont des nombres croissants et ensuite les mêmes nombres décroissants. Donc les nombres qui étaient ici en jeu étaient des petits nombres, je crois que ça allait jusqu'à 7, 1 à 7, progressivement, et donc on va présenter 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, etc., jusqu'à 7, et puis ensuite 7, 7, 7, 7, et on redescend jusqu'à 1, voilà, avec plusieurs secondes ici
de présentation des stimuli, et c'est un signal moyenné sur toute une série de répétitions. Et alors on voit, voilà, un voxel qui préfère clairement les petits nombres, et un autre voxel qui préfère clairement les grands nombres. Et on peut faire une carte dans laquelle on voit ces préférences, cette fois-ci directement à la surface du cortex, dans lequel il y a une préférence de certains points du cortex pour les petits nombres et une préférence d'autres points du cortex pour les grands nombres, avec une carte qui est relativement systématique, qu'il faut mesurer évidemment sujet par sujet, parce qu'elle varie d'un sujet à l'autre, mais avec quand même une organisation reproductible, et notamment ce qui a été rapporté par Harvey et collaborateurs, les petits nombres se situent proches de la ligne médiane, et les grands nombres s'éloignent de la ligne médiane ici. C'est absolument remarquable. C'est comme si on peut parler de numérotopie, de la même manière qu'il y a rétinotopie, parce que la rétine se projette sur le cortex de façon systématique, il y aurait numérotopie. Les nombres se projettent de façon systématique sur le cortex. Et dans un article récent, que je ne cite pas ici, de Thomas Hannagan, nous avons montré comment on pouvait comprendre cette organisation et la modéliser à partir d'un modèle de vecteurs neuronaux. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers cet article de Thomas Hannagan. Mais l'idée ici essentielle, c'est modéliser l'organisation et arriver à extraire des paramètres tels que le nombre préféré, qui peut être différent en différents points du cortex. Alors Harvey et collaborateurs étendent leur approche à la question très importante, évidemment, de savoir si le nombre est confondu avec d'autres stimuli, avec d'autres aspects du stimulus, par exemple la taille des items. Et donc, dans un deuxième article, dans PNAS en 2015, ils appliquent exactement la même approche pour regarder comment la taille des objets est codée dans le cortex pariétal. Donc, cette fois-ci, ils présentent des objets de taille différente, mais c'est toujours un objet. Vous voyez, il peut être petit, moyen ou grand. La taille varie de façon continue, elle monte et puis ensuite elle descend. Et on continue de retrouver, vous voyez, différents voxels. Ici, un voxel donné préfère les petites tailles, un autre voxel préfère les grandes tailles, et on va ajuster les courbes de réponse de l'IRM avec un modèle dans lequel on suppose qu'il y a des neurones qui sont accordés à une certaine taille, qui ont un certain diamètre de réponse, donc ils aiment bien une certaine taille, mais ils ont aussi une courbe d'accord qui peut être plus ou moins large, et ces deux paramètres vont être ajustés pour chaque voxel. Et alors, ce modèle peut aller assez loin. Par exemple, on peut regarder si c'est mieux d'avoir un modèle log gaussien ou linéaire. Et il trouve qu'un modèle linéaire, où la taille des objets serait codée de façon linéaire, est meilleur pour cette région du cortex, qui est le cortex pariétal. Et surtout, il trouve qu'il y aurait des cartes superposées pour la taille des objets et pour le nombre d'objets dans le cortex pariétal. Ils voient directement, avec leur méthode, enfin directement, après reconstruction par le modèle, ils voient que différentes régions du cortex pariétal gauche et droit sont sensibles à des nombres différents et aussi à des tailles différentes. Ici, c'est la reproduction du nombre, mais sur les... si vous arrivez à voir ces pointillés, ici, on voit les limites de la taille de la carte de la taille des objets qui est présentée. Et le résultat qui est assez frappant, c'est que c'est le même cortex, grosso modo, qui simultanément a des courbes d'accord pour les nombres et qui a des courbes d'accord pour la taille. Les cartes ne sont pas identiques, mais elles sont en registre partiel, l'une avec l'autre, ce qui fait qu'il y a une corrélation des cartes entre elles. Si un voxel préfère les grands objets, il a tendance à préférer les grands nombres. Voyez. Mais cette corrélation n'est que partielle, et il y aurait, d'après Harvey et Dumoulin, deux cartes superposées dans le même cortex. Donc c'est plus compliqué que dans le cortex visuel primaire. Il peut y avoir plusieurs paramètres différents qui sont codés par le même cortex, mais on arrive à décrypter ces représentations en les modélisant. Donc, ce travail, quelque part, confirme, avec une visualisation plus directe, qu'il y a effectivement des cartes des nombres dans ce cortex pariétal, mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi des cartes d'autres paramètres non numériques. Alors, cette notion de modèle d'encodage peut évidemment être appliquée au cortex visuel d'ordre supérieur. Dans le cortex inférotemporal, ce n'est plus juste la rétinotopie qui compte, ce n'est pas le point sur la rétine ou l'orientation d'une grille qui compte, c'est la présence d'un visage ou la présence d'un objet particulier qui va faire répondre les neurones de ces régions. On sait très bien qu'il y a des neurones qui sont sensibles à la région des yeux ou au profil d'un visage. Est-ce qu'on va être capable de faire ce type d'inférence avec l'IRM ? Eh bien, on peut imaginer d'avoir la même approche, c'est-à-dire d'essayer de modéliser les réponses d'un voxel en fonction de sa courbe d'accord, mais sa courbe d'accord dans un espace de haut niveau qui est l'espace de réponse aux objets. Alors, comment faire ? Bien, on va pouvoir s'appuyer sur des réseaux de neurones qui fournissent un modèle approximatif, mais qui ressemble un petit peu à ce que le cortex fait réellement. Donc, une hiérarchie de couches successives de neurones modélisés sur ordinateur qui reçoivent une image en entrée
qui appliquent des convolutions successives et en sortie peuvent reconnaître s'il s'agit d'un visage, s'il s'agit d'une maison, s'il s'agit d'une voiture, s'il s'agit d'un chien, etc. Donc vous savez que ces réseaux de neurones peuvent être entraînés à trouver les correspondances entre les images d'entrée et les catégories en sortie. Et lorsqu'on les entraîne, on trouve effectivement que les différentes couches développent des réponses à des fragments de l'image de plus en plus abstraits. Au départ, ce sont des traits élémentaires, et puis ensuite, ça peut être des fragments de visage, par exemple, et ensuite des visages tout entiers. Alors, l'équipe de Michael Eichenberg et Bertrand Thirion, avec Gaël Varocco, Alexandre Grandfort, tous à Neurospin, dans l'équipe INRIA CEA de Neurospin, a appliqué exactement cette méthode à l'IRM fonctionnel. Leur idée est extrêmement simple. On va utiliser un réseau de neurones standard qui s'appelle Overfit, qui a 6 couches de convolutions successives de l'entrée de l'image, et ensuite 3 couches à connectivité complète. On va soumettre ce réseau de neurones pré-entraîné. Alors le réseau est entraîné à reconnaître des catégories d'objets. On va lui soumettre exactement les mêmes stimuli auxquels on soumet le sujet dans l'IRM fonctionnel. Ça peut être un film, par exemple, ou ça peut être une série d'images dans lesquelles il y a des visages, des maisons, etc. Pour chacune des images qui est présentée au sujet dans l'IRM, on va la soumettre aussi au réseau et on va regarder quelle activité elle évoque dans toutes les couches successives du réseau de neurones. Et ensuite, on va avoir donc dans chacune de ces couches alors un nombre considérable de réponses neuronales prédites. C'est un modèle qui prédit les réponses neuronales. Et on va utiliser ces réponses comme régresseurs pour prédire l'activité en IRM fonctionnel. Alors c'est une régression d'un type un peu particulier parce qu'il y a des milliers de régresseurs, donc c'est une régression qu'on appelle régularisée, ridge regression, dans lequel on s'arrange pour ne conserver que les régresseurs qui ont effectivement un effet substantiel et cross-validé avec des nouvelles données. Je passe sur les détails, mais la régression ici n'est pas triviale. Mais on arrive donc à montrer que différentes couches successives hiérarchiques d'un réseau de neurones artificiels prédisent différents voxels d'une réponse en IRM fonctionnel d'un sujet humain. Et ce qui est remarquable, c'est cette carte ici. Vous voyez que les couches les plus basses, celles qui traitent directement l'entrée de l'image dans le réseau de neurones, correspondent, ajustent mieux les réponses du cortex visuel primaire. Et plus on monte dans le réseau, plus les neurones correspondants artificiels modélisent les réponses de haut niveau des aires qui s'écartent de l'aire visuelle primaire. Donc on commence à capturer par un réseau de neurones des réponses à des catégories d'objets de plus en plus élevées. Vous voyez, on s'éloigne ici du pôle occipital de l'aire visuelle primaire. Et avec ces modèles d'encodage, et ça ne cesse d'évoluer évidemment, ce travail est déjà quelques années, on peut faire de mieux en mieux. On peut par exemple présenter un nouveau stimulus. Si je présente un nouveau stimulus en entrée, je vais avoir toute une cascade d'activités qui est prédite par le modèle. Avec les régresseurs que j'ai déjà calculés, je peux prédire à quoi doit ressembler l'activité. Je vais donc pouvoir faire des prédictions pour n'importe quelle image nouvelle. Et si mon modèle a été bien ajusté, je vais prédire à quoi va ressembler l'activité corticale évoquée par n'importe quelle image nouvelle. Alors c'est ce qui a été fait ici. Bon, dans cet article, ils n'ont malheureusement d'observation que dans le pôle occipital ici. Et ils contrastent des images de lieux et des images de visages. Alors on voit très bien l'aire des visages, on voit beaucoup moins bien l'aire des lieux qui serait plus en avant ici et qui sort de leur champ de vue. Vous voyez que les réponses au visage bilatérales, en particulier dans l'hémisphère droit, dans ce qu'on appelle l'ère de la forme visuelle des visages, fusiform face area, voilà. Et ici, c'est ce qui a été réellement observé. Ici, c'est ce qui a été prédit par le réseau de neurones pour des stimuli qui n'avaient pas servi de base d'entraînement du tout, qui sont des stimuli nouveaux, et on a pu prédire à quoi allait ressembler l'activation évoquée par ces stimuli nouveaux. Donc il commence à y avoir une correspondance entre réseau de neurones artificiels et réseau de neurones réels, si je puis dire. Alors vous trouverez dans la littérature d'autres articles, je ne les ai pas tous passés en revue, mais par exemple celui-ci du groupe de Sitchi et collaborateurs, dans lequel ils ont une approche un petit peu différente. D'abord, ils vont modéliser à la fois les signaux MEG, donc magnétiques en fonction du temps, avec une précision temporelle très bonne, et ils vont aussi modéliser les signaux d'IRM fonctionnels. Et puis la deuxième différence dans cette approche ici, c'est qu'ils utilisent les matrices de similarité ou de dissimilarité dont je vous ai parlé dans le cours précédent. Donc ils ne vont pas directement modéliser les signaux d'IRM fonctionnel un par un, mais ils vont modéliser les matrices de ressemblance entre les stimuli. L'idée, c'est que, par exemple, la couche 1 et la couche 8 ont des formes de similarité
pour différentes images qui ne sont pas les mêmes. La similarité des représentations ne va pas être les mêmes et c'est ça qui va être prédit, qui va aider à modéliser les différentes régions du cerveau. Alors, il montre que ça marche bien. Toujours en IRM, vous voyez ici donc la couche 1 d'un réseau de neurones artificiels qui prédit bien le pôle occipital, et les couches supérieures, ici c'est la couche 8, qui prédisent plutôt les aires extrastriées, éloignées du cortex visuel primaire. Et puis, en fonction du temps, vous voyez ici que les différentes couches successives du réseau de neurones artificiels prédisent des temps différents de réponse en magnétoencéphalographie. Donc c'est le début d'une activité très intéressante où on ne se contente plus d'observer l'activité en IRM ou l'activité en MEM, mais on la modélise, et on la modélise de façon quantitative avec des réseaux de neurones. Alors dans les deux travaux que je viens de citer, on a pris un réseau de neurones qui est état de l'art, mais il y en a plusieurs disponibles. Alors on en a choisi un, et on montre que les différentes couches modélisent à peu près le cortex. C'est une preuve de principe. Dans un travail qui est plus actuel maintenant, l'équipe de Di Carlo et collaborateurs à MIT, avec notamment Dan Yamins, va beaucoup plus loin. Elle dit il va falloir choisir parmi beaucoup de réseaux de neurones possibles lequel ressemble le plus au cortex. Et on va pouvoir sélectionner l'architecture, l'organisation, les règles d'apprentissage pour essayer de coller le plus possible au cortex. Autrement dit, alors vous savez qu'en intelligence artificielle, il y a des benchmarks, on organise des concours dans lesquels on essaye de trouver le réseau de neurones qui marche le mieux, qui arrive le mieux à catégoriser des images nouvelles, etc. Eh bien, Dan Yamins et surtout Jim Di Carlo, ici, introduisent un benchmark, un test qui est fondé sur l'activité neuronale. Quel est le réseau de neurones qui arrivera le mieux à reproduire les performances du cerveau humain, y compris les erreurs du cerveau humain. Il ne s'agit pas nécessairement d'atteindre des performances surhumaines, mais au contraire d'ajuster les réponses. Alors à la fois humaines et puis animales aussi. Et chez l'animal, bien sûr, on a des données quantitatives au niveau neuronal, neurone par neurone. Donc il propose des benchmarks pour chaque aire visuelle, V1, V4, cortex inférotemporal. À chaque fois, on a de grandes populations de neurones, on a un grand nombre d'images qui ont été présentées aux singes, et le challenge, c'est d'arriver à trouver l'architecture de réseau de neurones artificiels qui reproduira le mieux ce qui a été observé expérimentalement. Donc dans cette graphique ici, vous voyez plein de réseaux de neurones artificiels qui ont été ajustés aux données du cortex inférotemporal ici dans l'axe des Y et au comportement dans l'axe des X. Et un des résultats frappants ici de ce travail, c'est que plus on ajuste le comportement sur l'axe des X, plus on ajuste aussi les réponses des neurones du cortex inférotemporal. Donc ça donne un peu d'espoir. Pour la plupart des modèles, il y a des exceptions ici, mais en ajustant le comportement, quelque part, avec ces architectures de réseaux de neurones à convolution, on ajuste aussi en partie les réponses des neurones. Donc ce sont vraiment des choses extrêmement récentes. Vous voyez que ce Brain Score a été proposé en 2018. Si vous allez voir sur Google, vous trouverez le site où vous pouvez vous-même télécharger les données neuronales et essayer de comparer votre architecture de réseau de neurones artificiels avec ces réponses neuronales. C'est un concours qui est en jeu actuellement. Il y a maintenant un réseau qui s'appelle Cornet, qui est un réseau à convolution, mais dont l'architecture essaye de reproduire le plus possible l'architecture du cerveau. Alors la même chose existe aussi pour les réponses du cortex auditif. Je passe rapidement, mais c'est le même Dan Yamins et toute une équipe de MIT ici. Je crois que c'est l'année précédente, je vous avais parlé des réponses du cortex auditif aux stimuli de langage et aux stimuli de musique. Et c'est le travail de Sam Norman Enyere ici, qui avait montré dans un article précédent qu'il y a des régions du cortex qui répondent bien à la musique et au langage. Et puis bien sûr, il y a des régions du cortex auditif primaire et secondaire qui répondent simplement à des glissandos, à des fréquences particulières. Alors ici, ils prennent ces données d'IRM et ils les modélisent par un réseau de neurones profonds qui cette fois-ci traite donc des stimuli auditifs. Ils trichent un peu parce qu'ils lui donnent un spectrogramme en entrée qui est comme une image. Et le réseau doit classifier alors de quel mot il s'agit ou de quel genre musical il s'agit dans le cas des stimuli musicaux. Ils sélectionnent plein d'architectures neuronales différentes. Ils trouvent que c'est celle-ci qui est la bonne, un réseau dans lequel il y a une partie commune et une partie spécialisée pour les mots et pour la musique. Et ensuite, ils montrent que ce réseau ajuste de façon assez bonne les réponses effectives en IRM fonctionnel des régions auditives primaires et secondaires, y compris dans le sillon temporal supérieur ici. Et vous voyez qu'à nouveau, les couches basses reproduisent les réponses précoces et les couches élevées reproduisent les réponses tardives observées en IRM fonctionnel.
Donc correspondance entre modèle de réseau de neurones et réponses observées en IRM fonctionnel. Alors ça va être fait donc, pour les aires visuelles. On a commencé par le cortex primaire, on grimpe dans la hiérarchie visuelle, ça commence à être fait pour le cortex auditif. Ça va être de plus en plus intéressant, évidemment, à mesure qu'on monte dans cette hiérarchie. Est-ce qu'on peut modéliser, par exemple, les réponses aux mots, avec des modèles à base de vecteurs neuronaux qui codent pour les mots? Est-ce qu'on peut modéliser les réponses à la syntaxe? Des réseaux de neurones dans le laboratoire, actuellement, on utilise des réseaux de neurones qu'on appelle long short-term memory, qui sont capables de capturer des régularités grammaticales, et on essaye de regarder s'ils modélisent effectivement les réponses des régions dont on sait qu'elles sont associées au traitement de la syntaxe du langage. Donc à tous les niveaux de traitement, on va commencer à pouvoir comparer des réseaux de neurones artificiels avec les réponses effectives du cerveau. Alors je vais terminer en mentionnant qu'on peut aller encore plus loin. Si on est capable de zoomer sur le cortex, est-ce qu'on est capable de voir les couches du cortex? Jusqu'à présent, on a fait comme si le cortex était juste une couche. C'est vrai, c'est une mince couche de neurones. C'est pour ça que ça s'appelle l'écorce, le cortex, qui est plié, il fait quelques millimètres d'épaisseur, 2 à 3 millimètres d'épaisseur, un ruban cortical. On a fait comme si c'était juste une surface et qu'il suffisait d'avoir un voxel pour mesurer un point de cette surface. Mais en réalité, non, il y a de l'épaisseur dans le cortex. Et il y a 6 couches dans le cortex, plus, ça dépend des distinctions qu'on fait. Et même si on ne distingue que 3 grands compartiments, comme c'est le cas ici sur ce schéma extrêmement... Oh, pardon. J'espère qu'on va récupérer l'image. Voilà. Sur ce schéma très simplifié, hein, on commence à savoir que les différentes couches du cortex n'ont pas exactement les mêmes profils de réponse. Donc en particulier, les entrées thalamiques ont tendance à rentrer dans la couche 4, donc dans les régions situées au milieu de cette colonne corticale, et ensuite montent dans les couches superficielles, et ce sont les couches superficielles qui projettent vers l'avant, vers l'aire suivante, par exemple de V1, V2 ici. Et inversement, on sait qu'en retour, ce sont plutôt les couches profondes qui ont tendance à envoyer des signaux en retour vers les couches superficielles et profondes de l'aire précédente. Donc il y a une organisation. Il y a une organisation laminaire du cortex qui est très mal comprise, mais il y a certainement un rôle fondamental de cette organisation laminaire parce qu'il y a des types de neurones, des récepteurs aussi très différents dans les différentes couches du cortex. Alors c'est une dimension cachée du cortex. Au lieu d'être à 2 dimensions, il est vraiment à 3 dimensions et il faudrait être capable de visualiser verticalement l'organisation du cortex. Alors ça commence à être fait. Ça commence à être fait avec l'imagerie à 7 Tesla, avec des voxels, vous voyez, qui cette fois-ci sont isotropes de 0,8 mm, et en interpolant, on arrive plus ou moins à capturer les signaux issus des différentes couches du cortex. Et dans le travail ici de Lars Mukli, on commence à montrer qu'on est capable de capturer des signaux ascendants et des signaux descendants. L'idée ici est très belle, et c'est un article, vous voyez, qui date d'il y a 3-4 ans. Hein. On va mesurer les réponses dans un quadrant du champ visuel, puisque c'est rétinotopique, hein, donc on peut trouver toute une partie du cortex visuel V1 qui répond à cette partie de l'image. Et alors on va présenter des images ou des films, comme l'image de cette voiture ici, et tantôt on va présenter effectivement l'image dans le quadrant, tantôt on ne va pas la présenter. Mais quand on ne la présente pas, si vous connaissez déjà l'image, et si c'est un film, etc., vous arrivez à reconstruire ce qui devrait être là. Vous ne le voyez pas, mais vous avez peut-être une image mentale de ce qui devrait être dans ce quadrant-là. Eh bien, le travail montre qu'on est capable de décoder à la fois l'image réelle, mais aussi l'image imaginaire, l'image reconstruite, top-down, descendante, inférée, dans cette partie où en fait il n'y a pas eu effectivement d'image. Et alors lorsqu'on crée un tel décodeur, ici il y avait 3 images possibles, le niveau du hasard est 33%, on arrive très bien à décoder l'image réelle lorsqu'elle est vraiment présentée, et vous voyez que c'est codé dans toutes les couches du cortex. Donc ici on a la profondeur corticale, on arrive à décoder partout. Par contre, l'image inférée, on arrive à la décoder que dans les régions superficielles du cortex. On arrive aussi beaucoup moins bien à la décoder, mais on fait mieux que le hasard. Et ce décodage n'est pas homogène à travers toutes les couches du cortex. On a l'impression que ce sont plutôt les couches superficielles qui travaillent ici. Je terminerai par un autre travail similaire qui regarde l'illusion dite du triangle de Kanitsa. J'espère que vous voyez cette illusion ici. Il y a un magnifique triangle blanc devant ces objets ici. On peut même voir, on voit quelque chose là, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a que du blanc
devant vous, c'est votre cerveau qui reconstruit ce triangle blanc, parce que c'est l'interprétation la plus probable de cette image, c'est l'occlusion de ces objets par un triangle blanc. Alors, c'est évidemment quelque chose de descendant. Vos champs récepteurs qui sont sensibles à cette toute petite région où vous voyez vraiment un changement, là, ce sont des récepteurs qui sont probablement dans les aires visuelles les plus précoces, hein, mais qui subissent cette inférence globale sur l'image. Alors, il y a plein d'études. Hein. Il suffit de tourner les Pac-Man en question, là, et vous voyez qu'il n'y a plus d'illusion du tout, il n'y a plus de triangle. Là. Donc, on peut facilement moduler cette illusion. Alors, c'est ce qui a été fait par Peter Koch et Floris Delange et leurs collègues, avec Dennis Norris. Ils ont une illusion qui peut être tantôt du côté gauche, tantôt perturbée ou tantôt du côté droit. Donc ils modulent la position de l'illusion et ils regardent très finement en chaque point de l'aire visuelle. Ils peuvent regarder les réponses corticales, alors toujours avec ces voxels de 0,8 mm isotropes. Hein. Ils vont regarder les voxels qui répondent au triangle lui-même, donc au milieu ici, et puis les voxels qui répondent aux Pac-Man, aux formes qui génèrent l'illusion. Et ils trouvent une modulation, alors qui n'était pas forcément facile à prédire, hein, mais qui n'est pas la même suivant qu'on est dans les couches profondes, moyennes ou superficielles. Dans les couches profondes, dans les voxels qui répondent à la figure illusoire, on trouve une différence entre les stimuli qui induisent effectivement une figure illusoire et les stimuli qui n'en induisent pas. Donc, ça, c'est magnifique. On arrive à voir le substrat d'une illusion visuelle dans les couches profondes du cortex. Il y a une amplification d'activité juste en ce point-là, une amplification qui correspond au triangle qu'on croit voir. Et inversement, lorsqu'on perçoit le triangle, alors il y a une diminution d'activité dans tous les voxels qui répondent aux formes cercles, là, aux Pac-Man, qui induisent l'illusion. Donc notre attention est sans doute détournée de ces objets-là et elle est augmentée en direction des triangles, mais ça se traduit par des différences laminaires d'activité. Cette différence-là est présente dans toutes les couches du cortex, c'est sans doute feed-forward, en marche avant. Cette différence-là n'est présente que dans les couches profondes. Alors pourquoi c'est dans les couches profondes dans cette étude et c'était dans les couches superficielles dans l'étude précédente de Lars Mukli, ça je ne sais pas vous dire. Pour l'instant, on trouve ces différences parfois dans les couches profondes, parfois dans les couches superficielles, ça n'est pas expliqué. Il y a sans doute des différences de microconnectivité qui ne sont pas bien expliquées. Alors, je terminerai là-dessus. Floris Delange a écrit tout un article avec ses collègues sur l'intérêt de cette imagerie laminaire. C'est vrai que c'est une dimension nouvelle du cortex qui s'ouvre, hein. Visualiser l'activité de chaque couche du cortex, si on arrivait à faire mieux que ces images qui sont encore très primitives, avec 3 compartiments, hein, permettrait de séparer les signaux ascendants et descendants, d'évaluer la théorie du codage prédictif. Vous savez qu'on a cette idée que les signaux descendants sont des prédictions sur les entrées montantes et qu'on soustrait les prédictions avec les entrées montantes. J'en avais parlé dans le cadre de la théorie du cerveau bayésien. Alors ici, si on arrivait à mesurer ces signaux plus directement chez l'homme, on pourrait tester la théorie du codage prédictif. Et puis, bien sûr, les signaux descendants interviennent certainement dans la mémoire de travail. On sait par exemple que V1 contribue à la mémoire du travail lorsqu'on se souvient d'une image extrêmement détaillée. L'imagerie mentale, l'attention sélective, les effets de tâche à stimulus fixe, c'est-à-dire lorsqu'on change la tâche mais que le stimulus reste constant, l'intégration multisensorielle dans laquelle il y a des signaux ascendants et descendants, par exemple auditifs et visuels, qui viennent se combiner dans une région donnée, et pourquoi pas la prise de conscience dans laquelle on postule qu'il y a une redescente globale de l'information, et les hallucinations, par exemple chez les patients avec schizophrénie. Est-ce que ce type d'illusion visuelle ou des hallucinations différentes pourraient être observées et mesurées au niveau du cortex? Donc il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent ici dans la mesure où on arriverait à voir ces couches du cortex. Voilà, alors c'est la diapositive dans laquelle je vous avais présenté au début toutes ces méthodes qui sont disponibles pour l'imagerie en IRM fonctionnelle. Je vous ai détaillé toutes celles qui sont ici en bas, la méthode d'amorçage ou d'adaptation, on a commencé par là, la modélisation ensuite des profils d'accords de chaque voxel, et toujours indirect quand même en ajustant un modèle aux données, et puis la possibilité qu'en augmentant la résolution de l'IRM fonctionnelle, en passant à 0,8 mm, ce qui est un peu l'état de l'art actuellement, on arrive à avoir des colonnes corticales et même des couches du cortex. On arrivera, c'est un des projets de Neurospin dans les prochaines années, on arrivera à 500 microns isotropes chez l'homme. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. C'est un gros effort parce que quand on divise une des dimensions spatiales, il y a un effet au cube sur le volume qu'on est en train de mesurer. Et donc le signal d'IRM est divisé d'autant. Mais je pense qu'on arrivera à 500 microns. Est-ce que ça suffira pour décoder des représentations de plus en plus fines? Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup de votre attention.